Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, pourquoi la démocratie ne nous protège plus? C'est la question soulevée, entre autres, par la juriste Monique Chemillé-Gendreau, professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l'université Paris Diderot, dans un ouvrage « Régression de la démocratie et déchaînement de la violence » qui paraît chez Textuel sous la forme d'une discussion avec Régis Meyrand. La juriste y questionne la légitimité de la violence et celle des États avant de plaider dans ce livre pour une nouvelle architecture mondiale qui comprendrait la paix, notamment comme une politique plus positive. Bonjour à vous, Monique Chemillé-Gendreau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'une démocratie forte? Pour commencer par l'exemple, le contre-exemple. Oui. Je ne sais pas s'il y a des démocraties fortes et des démocraties faibles. Je sais qu'il y a des conditions à la démocratie qui sont nécessaires mais pas suffisantes, et des conditions qui permettent d'achever la démocratie. Les conditions nécessaires et pas suffisantes, c'est celles que nous connaissons et qu'on nous rabâche volontairement, le suffrage universel, le multipartisme, la séparation des pouvoirs, etc. Tout ça est tout à fait nécessaire, c'est même indispensable, mais ça peut ne pas suffire à l'exigence profonde de la démocratie qui est de réaliser, de permettre dans une société l'expression de la pluralité, l'expression de l'hétérogénéité sociale. Le drame de nos sociétés d'aujourd'hui, c'est qu'elles se recroquevillent sur une sorte de recherche d'homogénéité qui est mortifère, parce que à vouloir toujours se retrouver avec les mêmes, ceux que nous considérons comme nos identiques, c'est extrêmement dangereux. La démocratie, ça n'est pas ça. C'est cette diversité formidable qui fonde l'humanité. Mais alors, pluralité de quoi, justement? Pluralisme des points de vue? Pluralisme des identités? Tous les pluralismes. Parce que, si vous voulez, quand je dis l'homogénéité, les démocraties recherchent l'homogénéité d'abord politiquement, dans le consensus. Donc, plutôt en repoussant les idées qui ne conviennent pas aux extrêmes. Et puis, c'est la recherche de l'homogénéité ethnique, de l'homogénéité religieuse. Et c'est ça à quoi nous sommes confrontés dans le monde moderne, dans des quantités de sociétés, dans des quantités d'États qui se replient avec des religions d'État, avec des projets de nettoyage ethnique à des degrés divers, mais qui sont quand même présents partout sous des formes extrêmement dangereuses. Or, la démocratie, l'achèvement de la démocratie, c'est d'accepter ce pluralisme, le multiple dans son extrême diversité et dans la possibilité pour tous de s'exprimer. Mais quand on recherche comme ça à vous parliez de nettoyage ethnique, à se débarrasser d'une minorité ou d'une partie d'une population, là on n'est plus dans une démocratie. Non, mais dans nos démocraties, sans chercher à s'en débarrasser, on laisse monter des mouvements qui cherchent quand même l'entre-soi. C'est-à-dire l'exclusion. À défaut du nettoyage ethnique, vous avez tous les phénomènes d'exclusion. On le voit bien avec le racisme qu'il y a dans une société comme la société française, qui ne s'est jamais débarrassée du racisme. Le racisme est latent. Alors nous sommes une démocratie, mais avec malgré tout un fond dans les mentalités, dans les idéologies profondes, un fond qui est extrêmement dangereux. Et la France, évidemment, n'est pas le pire. Quand vous prenez un État comme Israël qui est réputé pour être une démocratie sur le plan des techniques de la démocratie que je viens de rappeler, est une société qui est fondée sur l'homogénéité religieuse. Donc excluante pour une partie de sa population. Quelles sont pour vous aujourd'hui les manifestations de cette régression démocratique principalement? Comment elle se manifeste? Elle se manifeste par des législations. N'oubliez pas, nous sommes passés à côté, mais que sous François Hollande, on a tenté de réintroduire la déchéance de nationalité. C'est extrêmement grave, c'est exactement cette exclusion. Alors que nous devons accepter au sein de la société, y compris ceux qui ont dévié, mais avec des projets. Alors là, c'est toute la question du droit pénal et de la question pénitentiaire dans nos sociétés dites démocratiques. Voilà un exemple d'exclusion terrible, parce que le châtiment, la punition qui est la prison, au lieu de permettre à la personne de s'amender et de se réinsérer une fois sortie, sont des méthodes qui amènent à une exclusion quasi définitive. Donc voilà, et nos grandes démocraties, les États-Unis, la France, fonctionnent avec des systèmes pénitentiaires antidémocratiques. Ça, pour vous, c'est un détournement du droit? Je ne dirais pas qu'il y a un détournement du droit. Le droit, vous savez, le droit, c'est le bras du politique. Un pays fasciste a un droit fasciste, un pays démocratique tente d'avoir un droit démocratique.
et un pays entre les deux qui se laisse entraîner par les sirènes de l'exclusion a un droit ambivalent. Donc le droit est le résultat, à un moment donné, du rapport de force sociale. Vous dites dans ce dialogue, dans cet essai, régression de la démocratie et déchaînement de la violence, qu'il faut battre en brèche peut-être aussi cette idéologie du consensus, que les démocraties ont besoin de conflits, que la conflictualité est parfois inévitable et nécessaire. Mais qu'est-ce qui différencie pour vous, Monique Chemillé-Gendreau, la conflictualité de la violence? C'est tout à fait l'opposé. La conflictualité permet justement aux sociétés de ne pas aller vers la violence physique, la violence au sens propre du mot. L'erreur qu'on fait sur la démocratie est de faire croire qu'elle se réalise dans une espèce de consensus. Voilà, on est tous d'accord, on ne sait pas très bien sur quoi, probablement sur ce qu'on nous a vendu à travers des procédés de communication. La démocratie, quand Machiavel s'interroge à l'époque à Florence sur le régime politique, il parle du tumulte. Le tumulte, c'était le conflit entre les grands et le peuple. Et cette conflictualité, elle est l'essence même de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le consensus, c'est le dissensus. S'il n'y a plus de dissensus, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas la capacité d'exprimer la pluralité dans son foisonnement. Et quelquefois dans une force verbale très grande, avec beaucoup de conviction. Mais c'est cette conflictualité-là, sur le plan politique, qui fait que la société est politique et qui permet, alors je suis très prudente, d'éviter ou au moins de canaliser la violence. Parce que je ne pense pas non plus qu'il n'y ait aucun système politique qui permette d'éradiquer complètement la violence, qui est quand même quelque chose qui est inhérent à l'humanité. Freud, dans son travail, a bien montré comment on avait à la fois un principe de plaisir et le désir du meurtre. Donc, je ne suis pas sûre et je ne pense pas qu'on puisse l'éliminer complètement, mais je pense que plus les sociétés sont politiques au sens démocratique du mot, c'est-à-dire plus elles assument l'hétérogénéité sociale, ethnique, religieuse, politique, plus elles permettent d'éviter ce heurt de la violence en allant vers la conflictualité. Et comment l'assumer ? D'abord, il faut en parler. Il faut oser dire ça parce que on a tellement appauvri la pensée politique et constitutionnelle avec ces recettes qui, encore une fois, je ne dis pas qu'elles sont inutiles, je dis même qu'elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. On l'a bien vu avec la dérive, parce que si vous prenez la démocratie telle qu'elle a émergé il n'y a pas très longtemps dans l'histoire de l'Europe, parce que si nous laissons de côté l'expérience grecque, et beaucoup de penseurs, mais du point de vue de la réalisation politique, c'est à partir du 19e siècle qu'on commence à penser les sociétés démocratiques. Mais dans ces sociétés démocratiques, on n'a pas, si vous voulez, le suffrage universel était considéré comme un énorme progrès, une avancée formidable, mais on voit bien, avec les moyens techniques, avec les moyens financiers, comment le suffrage universel a été dévoyé. Il conduit quand même le troupeau vers le même choix. Donc voilà, de même pour le multipartisme. Le multipartisme, finalement, est bien souvent sous des étiquettes un peu différentes, des choses très voisines. Le vrai de la démocratie, c'est de transcender tout ça, d'aller plus loin. Mais qu'est-ce qui s'épuise ? Est-ce que c'est la démocratie dans un cas comme ça ou est-ce que c'est le système représentatif ? C'est aussi une question posée par le philosophe Jacques Rancière. Je ne serais pas d'accord avec votre formulation que le système représentatif est un des piliers de la démocratie. Le système représentatif est un des piliers du monde dans lequel nous vivons et un monde dans lequel effectivement il y a possibilité que des mouvements démocratiques s'expriment, ce qui n'est pas du tout la même chose. En son essence, la représentation, c'est pas la démocratie, c'est le contraire. La représentation, c'est pas simplement le fait que voilà, on élit des gens, c'est le fait qu'il y a une catégorie de gens qui sont censés capables et seuls capables de gérer les intérêts de la communauté.
Donc voilà, je dirais que malgré tout, et si pour qu'il y ait démocratie, il faut précisément qu'il y ait autre chose que ce système représentatif, parce que bon, des élections, des élections, des gens élus, il y en a un peu partout, bon, y compris dans les, disons, dans les pays les plus autoritaires, et on voit bien aujourd'hui que bon, le fait d'être finalement là au pouvoir parce qu'il y a eu tant de voix dans des élections n'a pas grand-chose à faire avec l'exercice de la démocratie. C'est une dépossession pour vous de la souveraineté ou de l'exercice en tout cas de cette souveraineté, ce système représentatif. Il faut qu'il y ait autre chose en parallèle ou il faut changer de système complètement? Alors attendez, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de me dire. Parce que je voudrais qu'on revienne sur la souveraineté de manière différente après. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jacques Rancière, naturellement. Le système représentatif, on voit bien à quel point il ne réalise pas la démocratie. Il est à côté de la démocratie. Regardez la manière dont nous sommes représentés dans les chambres en France. Et si vous prenez la composition sociale d'un pays comme la France, on voit bien qu'il y a un décalage extrême entre la représentation et la réalité de la population. C'est ça qui a conduit à la crise des Gilets jaunes. C'est cette absence de représentation d'un certain nombre de gens, d'un certain nombre de territoires, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de gens qui vivent dans des lieux complètement ignorés de ceux qui sont censés les représenter. Donc ça, c'est la question de la représentation qui, effectivement, ne réalise pas en soi la démocratie. C'est un point qui est clair. Après, la question de la souveraineté, c'est tout à fait autre chose, parce que moi, je suis très critique à l'égard de la notion de souveraineté. La souveraineté, si on dit qu'elle appartient au peuple, j'en suis d'accord. Mais je ne vois pas pourquoi on a besoin de parler de souveraineté. La souveraineté, quelle est la définition du mot souveraineté? C'est un pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien. Moi, je pense que d'abord, ça n'existe pas. Nous sommes dans des sociétés interdépendantes. Il n'y a plus de pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien. Ensuite, je ne crois pas que la souveraineté soit compatible avec la démocratie. Parce que dans la souveraineté, il y a forcément confiscation. Si vous voulez, il faut revenir à la Boétie. C'est lui qui nous éclaire le plus là-dessus dans son traité de la servitude volontaire ou le contre 1. Ce que nous explique la Boétie, c'est que la malencontre, ce qu'il appelle la malencontre, c'est ce moment où dans les sociétés, le pouvoir du peuple a été capté par l'État et le multiple que représente ce peuple est effacé au profit du 1 de l'État. Il faut se reconnaître dans cet État souverain-là, avec cette nationalité-là, et on en est réduit à 1. Et comme l'explique très bien Miguel Abensour, qui était un grand philosophe du politique, il dit que derrière ce résumé dans le 1 de l'État, il y a en réalité une autre division du social, celle entre les dominants et les dominés. Parce que l'État, c'est toujours un groupe, une classe sociale ou un groupe de gens qui se partagent le pouvoir et qui restent entre eux. C'est l'entre-soi du pouvoir souverain. Et moi, je crois que toute la doctrine juridique et politique de la souveraineté n'est pas compatible avec la démocratie. D'ailleurs, il y a des gens comme Hannah Arendt qui l'avaient dit de manière très forte, que la souveraineté n'était pas compatible avec la liberté, parce que la souveraineté ne permet pas de représenter la pluralité. Donc il faut imaginer un système où on dépasserait Oui. le cadre des États-nations, où Oui. on l'enjamberait pour aller vers une échelle beaucoup plus large, plus vaste, une échelle Oui, mais internationale. Oui, mais pas pour transposer la souveraineté à une autre échelle. Je pense qu'il faut liquider cette notion. La notion de pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien me paraît très malsaine. Mais si vous la liquidez, vous la remplacez par quoi? Mais je la remplace par des communautés politiques dans lesquelles vous avez des institutions qui ont des compétences. Une communauté politique, c'est justement un groupe de gens qui, parce qu'ils sont ici, ensemble, sur ce territoire, ont à gérer leur vie, donc à être dans une communauté représentée par des institutions politiques qui aura forcément des compétences. Mais si vous supprimez la souveraineté, je ne pense pas qu'il faille supprimer les États-nations. Je pense qu'il faut leur ôter la notion de souveraineté. Et je pense que toutes les communautés politiques, à quelque échelle qu'elles soient, la commune, la région, l'État, le continent, quand c'est l'Europe ou d'autres qui commencent à s'organiser, et l'humanité, doivent être pensées et comprises comme des communautés politiques avec ce lien de fraternité entre les membres et des compétences qui sont adaptées à l'échelle. Nous voyons bien aujourd'hui que les États-nations ne sont pas le bon échelon pour régler un certain nombre de problèmes majeurs qui menacent l'humanité.
problèmes d'environnement, bien entendu, de biodiversité, de trafic, etc. Donc nous avons besoin d'un échelon international, mais il n'est pas du tout pensé comme une communauté politique. La solution, elle n'est donc pas pour vous peut-être à trouver pour l'instant dans le cadre limité de nos États modernes, peut-être plus à l'échelle internationale. Il y a une actualité très récente, c'est celle du G7 qui vient de s'achever à Biarritz. Quel regard vous portez sur ce type de réunion de puissants? Est-ce que ça fait communauté politique? Je vous propose d'écouter les mots du président Emmanuel Macron. Non, c'est pas un coup de poker, c'est, je crois, le rôle que la France doit jouer, d'essayer, de faire nos meilleurs efforts. On n'a pas tout réglé sur le sujet iranien, loin de là. Mais on a eu, comme vous l'avez très bien dit dans votre reportage, une très bonne discussion avec le président Trump quand il est arrivé. On a ensuite eu un dîner ici où on a parlé pendant plus d'une heure de l'Iran, qui est un sujet qui paraît très compliqué, qui paraît très loin. Mais au fond, on a dit, on est tous d'accord sur deux choses. On ne veut pas que les Iraniens puissent avoir la bombe nucléaire. Et on ne veut pas qu'il y ait d'escalade pour créer la guerre. Et c'était très important parce que les Américains se sont mis dans une position d'accepter, sous certaines conditions, de négocier. Et donc, ce que j'ai décidé de faire après ce dîner, c'est d'inviter, en le disant au président Trump, le ministre, pour sur la base d'hypothèses qui sont que des essais que la France fait, de le tester, d'essayer d'avancer. Donc ce n'est pas un coup de poker, c'est, je puis dire, des efforts qu'on fait. C'est le rôle de la France qui essaie de faire des médiations. C'est pas un coup de poker, dit Emmanuel Macron. Quel regard vous portez sur ce G7 ? C'est pas un coup de poker, mais c'est un coup de com'. C'est un grand coup de com' que Macron a bien réussi d'une certaine manière. Mais enfin, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Alors pour plusieurs raisons, soyons un peu sérieux. D'abord, c'est un échelon de réunion qui n'a aucune légitimité, qui est né du caprice d'un homme. C'était Giscard d'Estaing qui avait créé ça et qui a évolué ensuite. Deuxièmement, c'est une réunion entre chefs d'État. Les peuples, les parlements ne sont pas associés. C'est vraiment le bon vouloir des dirigeants avec leurs caprices, leur manière de s'exprimer, leur recherche d'effets, notamment pour améliorer leur position politique intérieure, etc. Et puis, il n'y a pas d'institution derrière ça. Nous avons besoin d'institutions, pas de souveraineté, mais d'institutions. Et nous avons besoin d'institutions qui soient des institutions libératrices, c'est-à-dire qui soient conçues d'abord pour être vraiment représentatives, et ensuite pour avoir un objectif de libération. Je pense que, par exemple, l'Organisation internationale du travail, à l'échelle internationale, est une organisation libératrice. L'ONU ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup d'émissions et beaucoup de gens, j'ai beaucoup lu, que plutôt que, notamment dans la bouche de représentants d'ONG très sincères et très militants, qu'on n'a pas besoin du G7, on a besoin que les choses se passent à l'ONU. Oui, mais il faut ajouter que l'ONU souffre de manière terrible et à mes yeux quasiment mortelle de son défaut d'origine, parce que l'ONU est une institution aristocratique et non pas démocratique. La manière dont est composé le Conseil de sécurité, avec les 5 membres permanents, dont la seule légitimité tient au fait qu'ils ont été les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est une aristocratie des nations pour vous ? Ah oui, complètement, oui. C'est une aristocratie, et comme toutes les aristocraties, elle n'est pas soumise à aucun contrôle. C'est définitif, ils sont membres permanents. Ils se sont autoproclamés membres permanents et aucune réforme des Nations Unies n'est possible sans le consentement des membres permanents. C'est le texte de la charte qui le dit. Donc malheureusement, moi je suis très sévère à l'égard de l'ONU. Je pense qu'elle a échoué à cause de ça. Qui est une institution, une organisation affaiblie pour vous aujourd'hui. Vous la décrivez comme une coquille vide. Et peut-être que la plus grande preuve de cette inefficacité, pour ne pas dire inutilité, c'est que les affaires du monde sont censées se régler de plus en plus de manière bilatérale ou en petit comité, comme on a pu le voir au G7. C'est le résultat de l'échec des Nations Unies. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Macron à propos de la bombe nucléaire, on ne veut pas que les Iraniens l'aient. L'ONU, le pire dans l'échec de l'ONU, c'est le fait qu'un des articles de la charte qui disait que le Conseil de sécurité devait réglementer les armements de manière à ne dépenser pour cela que le minimum des ressources économiques et humaines du monde. Cet article est magnifique. Il n'a jamais été appliqué. On n'en a jamais parlé.
On ne le commente même pas dans les manuels de droit international, tellement on sait que c'est du bluff. Le Conseil de sécurité étant complètement animé par les 5 membres permanents, les 5 membres permanents étant les détenteurs de la bombe nucléaire, plus les seuls aujourd'hui, mais enfin les principaux, évidemment, ils n'ont jamais réglementé les armements dans les conditions prévues par la charte, c'est-à-dire pour n'utiliser que le minimum des ressources économiques et humaines du monde. Voilà, tant que les peuples ne se dresseront pas de manière plus efficace qu'ils ne le font pour l'instant contre la question des armes nucléaires. Il y a quelques mouvements, heureusement, qui le font. Mais l'humanité restera dans un grand danger. Et nous n'aurons évidemment pas aucun système démocratique à l'échelle internationale. Mais sur cette question du nucléaire iranien, sur ce dossier, vous qui proposez aussi dans cet essai discussion une sorte de nouvelle architecture mondiale, comment pourrait se discuter, voire se régler un dossier comme celui-ci, une question comme celui-ci, Écoutez, il faudrait de manière revenir démocratique. au traité de non-prolifération. Le traité de non-prolifération prévoyait que les membres du club nucléaire restaient entre eux, qu'ils engageaient les autres, tous ceux qui ont signé le traité, à ne pas acquérir l'arme nucléaire, mais ils auraient une coopération pour avoir du nucléaire civil, ce qui est d'ailleurs discutable. Et puis surtout, le traité avait prévu que ceux qui avaient la puissance nucléaire entreraient en négociation entre eux pour le désarmement nucléaire. Et ça, on n'a jamais commencé, pas vraiment en tout cas. Donc voilà, la solution du cas iranien est de revenir à la vérité des choses et d'engager les puissances nucléaires dans le désarmement nucléaire. Invitée de cette grande table des idées aujourd'hui, la juriste Monique Chemillé-Gendreau, à l'occasion de la parution d'un essai Discussion, régression de la démocratie et déchaînement de la violence, et chez Textuel, dialogue avec Régis Méran. France Culture, il est 13h16. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Rien ne se passera tant que les peuples ne se dresseront pas de manière plus efficace, disiez-vous à l'instant, Monique Chemillé-Gendreau. Je voulais vous ramener aux portes du Parlement en plein cœur de Hong Kong. C'est ce qu'on a pu voir cet été, des manifestants tapant aux portes sécurisées du Parlement. Votre regard sur cette actualité? Ils se sont attaqués pendant plusieurs heures à l'aide de chariots, de barres de fer, aux portes sécurisées du Parlement en plein cœur de Hong Kong. Le gouvernement ne nous laisse pas le choix. Ils ne nous répondent pas. On doit se battre pour que le gouvernement nous écoute. Les manifestants sont finalement parvenus à faire exploser les vitres blindées et à s'engouffrer en force dans le bâtiment. Ils sont plusieurs dizaines, jeunes, la plupart casqués, masqués et prêts à tout pour se faire entendre du gouvernement pro-Pékin. Sit-in dans l'hémicycle où siègent les députés, graffitis tagués sur les murs, portraits des dirigeants arrachés et jetés au sol, et suprême provocation pour Pékin, les manifestants maculent l'emblème de Hong Kong et déploient à la tribune un drapeau de l'époque coloniale britannique, le jour anniversaire de la rétrocession de l'île à la Chine. Hong Kong, le 1er juillet dernier, extrait d'un reportage diffusé sur France 3, Monique Chemillé-Gendreau. Est-ce que là, pour vous, le peuple hongkongais, les manifestants se sont dressés de manière efficace contre le pouvoir en place? Est-ce que la violence employée était nécessaire, voire légitime? Alors, la violence vient quand un mouvement qui commence comme non violent se heurte à un refus, à une incompréhension, etc. On le voit bien partout. Moi, ce que je trouve intéressant dans le monde d'aujourd'hui, c'est que vous avez à la fois, il y a deux tendances contradictoires, mais la contradiction n'est pas encore en faveur de ceux pour qui je souhaiterais qu'elle le soit. Il y a le mouvement qui porte au pouvoir des figures contestables, c'est le moins qu'on puisse dire, comme Donald Trump, Jair Bolsonaro, Duterte aux Philippines, qui est, je crois, un des pires dirigeants que nous connaissions actuellement, et bien d'autres, ou Matteo Salvini, plus près de nous, qui sont des gens qui n'ont pas peur d'afficher des idées extrêmement autoritaires, extrêmement méprisantes pour le peuple. Et en même temps, vous avez parallèlement une montée en puissance que je trouve très intéressante et admirable, de mouvements comme le mouvement algérien, comme ce qui se passe au Soudan, tout ça n'est pas fini, comme ce qui se passe à Hong Kong,
C'est-à-dire des sociétés dans lesquelles, tout d'un coup, et quelquefois après avoir été sous une cloche les étouffant pendant longtemps, je pense aux Algériens, et tout d'un coup, voilà, les gens se mettent à revendiquer quelque chose de l'ordre de la démocratie. Donc ça, c'est très intéressant. Quand ils basculent dans la violence, c'est quand le pouvoir est sourd. Et là, évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ce qu'on sait, c'est que du côté du pouvoir, nous sommes dans un monde qui est dominé maintenant, y compris la Chine, qui n'a plus de communistes que le nom. Nous sommes dominés par un capitalisme militarisé. Ça, c'est quand même la grande caractéristique du capitalisme moderne. On dit toujours il est financier. Il était industriel au XIXe siècle, il est aujourd'hui un capitalisme financier. C'est vrai. Mais c'est un capitalisme financier militarisé, c'est-à-dire qui protège et qui promeut les grandes industries militaires au profit des pouvoirs en place. Donc là, nous sommes devant une question un peu angoissante, je dois dire, et quand on appartient à ma génération et qu'on pense aux jeunes qu'on a derrière soi, c'est angoissant. Ce choc entre des pouvoirs qui se durcissent et des mouvements populaires qui réclament des choses justes, ce que réclament les Hongkongais quand on voyait la liste des revendications, même chose pour les Algériens, même chose pour les Soudanais. Leurs revendications sont parfaitement justes, elles correspondent parfaitement aux critères de la démocratie. Et les pouvoirs sont sourds, ou en tout cas cherchent à biaiser, comme en Algérie, où on voit qu'il y a un petit jeu très pervers. Donc, on a bien peur que les issues soient négatives. Mais en même temps, ce que je me dis peut-être pour me remonter le moral à moi-même, je ne sais pas, je me dis que si je regarde la tranche d'histoire que j'ai traversée, le succès des idées, la force des idées permet quelquefois de contrer la force militaire. Et je dis ça notamment en référence à cette période qui est maintenant derrière nous, qui a été celle des luttes de libération nationale après le colonialisme, qui ont mis fin au colonialisme. Si vous prenez la guerre d'Algérie, il était impensable en termes de rapport de force, puisque je parle de capitalisme militarisé, l'armée française était très forte et très puissante, et la France était un grand pays très développé face à l'Algérie. Si vous prenez les guerres de libération du Portugal, etc., si vous prenez la guerre du Vietnam, la guerre française, mais ensuite la guerre américaine faite au Vietnam, si vous raisonnez en termes de rapport de force économique et militaire, la France aurait dû conserver l'Algérie, le Portugal, qui était soutenu par toutes les grandes puissances, aurait dû conserver ses colonies, et les Américains auraient dû gagner au Vietnam. Pourquoi ces peuples ont-ils gagné? Ils ont gagné parce que la justesse de leurs idées a été contagieuse. Et elle a été contagieuse, y compris dans la population des pays qui les opprimaient. Parce que finalement, nous savons très bien que la guerre du Vietnam, la guerre américaine du Vietnam, elle a été gagnée dans les campus américains. Quand les étudiants américains ont fait des manifestations violentes pour le Vietnam. Autant que par le courage des Vietnamiens qui, eux, étaient sur le terrain. Donc voilà, donc je me dis que la force des idées peut, dans l'histoire, on a donc des exemples que la force des idées peut arriver à faire tomber des bastilles qui paraissaient imprenables. Oui, là, un des problèmes à vous comprendre, Monique Chemillé-Gendreau, c'est qu'aussi chacun se bat dans son coin, se dresse contre des systèmes aussi dans le cadre d'un espace, d'un territoire, sans que ces luttes, ces résistances se rejoignent et puissent créer un ordre, un ensemble qui serait aussi plus propice, partagé par tous. Il y a aussi, puisque vous parliez de votre génération, un courant de pensée, voire d'action qui a connu une grande vitalité, c'est la non-violence, courant qui est aujourd'hui remis en cause, en tout cas sur le champ des idées, par un certain nombre d'intellectuels, et notamment, c'est le cas, je vous propose d'écouter les mots du philosophe libertaire, activiste et théoricien anarchiste américain, Peter Gelderloos, auteur cette année de L'échec de la non-violence. Je suis contre le fait de donner autant d'importance au terme violence, parce que c'est un terme difficile à définir. Chaque groupe a sa propre définition. Même les partisans du pacifisme ou de la non-violence ne s'entendent pas sur la définition. Les médias et la police utilisent une définition de la violence qui correspond à leur intérêt. Si un sans-abri vole dans un magasin,
ou que quelqu'un casse la vitre d'une banque, c'est de la violence. Mais ce que l'État fait tous les jours, ce que le capitalisme fait tous les jours, ce n'est pas considéré comme de la violence. Donc, si on voit les choses de manière globale, ce qui cause le plus de mal, ce qui tue le plus de gens, ce qui cause le plus de souffrance est structurel. Ce n'est pas obligatoirement ce qu'un individu fait à un autre. Ça ne se produit sûrement pas pendant une manifestation. C'est le résultat du capitalisme, de la propriété privée, des pénuries, du changement climatique, de la sécheresse, des maladies. Des maladies pour lesquelles il existe un traitement mais qui est trop cher. Donc, si on considère la violence comme structurelle, alors la violence est partout et personne ne peut prendre cette posture de non-violence absolue qui est totalement hypocrite ou illusoire. Donc la question la plus importante est comment pouvons-nous transformer tout ça ? Comment pouvons-nous détruire ces structures qui font tant de mal ? Et comment créer une société dans laquelle les gens peuvent prendre soin les uns des autres ? Alors, Peter Gelderloos, auteur de l'échec de la non-violence du printemps arabe à Occupy Wall Street, mais aussi de comment la non-violence protège l'État. Monique Chemillé-Gendreau, est-ce que vous êtes d'accord avec cela, cette idée que la non-violence protège aussi d'autres structures et notamment une violence d'État ? Oui, non, la non-violence arrange bien évidemment les pouvoirs en place parce que ça lui fait l'économie d'une répression qui est toujours coûteuse politiquement. Les pouvoirs en place aiment bien que les manifestants aillent jusqu'à la violence, que ça permet ensuite de discréditer les mouvements. Donc ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est la question de la violence structurelle. C'est vrai que le système actuel, le système économique mondial, ce système militarisé, est un système d'une extrême violence. Rien que si vous prenez la question des industries militaires, vous voyez la violence qui est faite à tous les travailleurs qui travaillent là-dedans. Ce sont des gens qui travaillent à des industries de mort, mais ils sont obligés de les défendre parce que ça défend leur emploi. C'est terrible comme position dans la société. Donc on est dans un système qui est d'une violence extrême, sournoise, non visible. Et pour autant, vous n'appelez pas, vous, à répondre à la violence directement ? Non, je n'appelle pas à répondre à la violence, mais je pense dans mon analyse qu'il y a sans doute des moments historiques où on n'a pas le choix. Mais en même temps, je voudrais dire qu'il faut arrêter de penser la paix comme simplement la non-guerre. C'est ce que fait l'idéologie capitaliste actuelle. La paix, c'est la non-guerre. C'est pas du tout ça, la paix. La paix, c'est une politique de fraternité. C'est une politique dans laquelle tous ont leur place. Vous parlez d'une politique de l'amitié. Oui, oui. Oui, une politique de l'amitié comme étaient les sociétés primitives décrites par Clastres. Nous avons perdu ça complètement de vue. Vous le savez bien, la question de la fraternité ou de l'amitié est tout à fait exclue de nos sociétés pour une raison très simple. Le capitalisme, sa logique économique, c'est de mettre les acteurs économiques en concurrence jusqu'à l'absorption des uns par les plus gros, jusqu'au moment où il n'y en a plus qu'un. On est en situation de monopole, alors on dit qu'on est contre les monopoles, mais on se débrouille pour qu'il y en ait 2 ou 3, qui d'ailleurs s'arrangeront entre eux. Regardez les grandes entreprises du bâtiment, on s'aperçoit qu'elles ont passé discrètement des accords pour se partager les grands marchés. Et voilà, donc le capitalisme ne protège pas l'ensemble, tous ceux qui sont là. Le capitalisme déclenche la concurrence. Et il déclenche l'individualisme. Le système est mondialisé aujourd'hui. La réponse doit donc l'être aussi. Le combat écologique, on le voit, l'actualité nous le rappelle régulièrement, ne peut pas être gagné dans un cadre strictement national. Il va falloir mettre en place une nouvelle organisation mondiale. C'est donc les propositions que vous faites dans cet ouvrage, Monique Chemillé-Gendreau. Juste, est-ce qu'il y a des endroits aujourd'hui où on réfléchit avec vous à cette organisation ? Oui, parfaitement. Il y a des associations, des grandes ONG qui réfléchissent à la démocratie mondiale, par exemple. Parce que c'est une question compliquée. Si on devait remplacer l'ONU par quelque chose d'autre, on a besoin d'une institution mondiale. Il faudrait, première condition, que cette institution soit animée par l'esprit d'une communauté politique mondiale et qu'elle arrive à refléter ça. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour les peuples, l'ONU est quelque chose de loin, de bureaucratique, d'inconnu, etc. Donc on a besoin d'une communauté politique et d'une communauté politique dans laquelle il faut passer par la représentation. Il ne faut pas que ce soit que les États qui soient représentés. Une démocratie mondiale suppose
un autre échelon de représentation. C'est à ça que travaillent un certain nombre de groupes. Il y a plusieurs propositions, ça n'est pas impossible, mais il faudra y venir. Merci beaucoup à vous, et vous terminez là-dessus sur ces mouvements amorcés avec des forums mondiaux et des grandes ONG transnationales qui sont l'embryon, selon vous, de ce qu'il faut faire et accélérer rapidement. Merci Monique Chemillé-Gendreau. Je rappelle que votre ouvrage vient de paraître chez Textuel. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, Maya Neskovic et Oriane Delacroix, Laura Dutèche-Pérez et Henri Leblanc, avec l'aide de François Bréhus et de Sophie Marty. À la réalisation, c'était Éric Lancien. Au son, à la technique, Pierre Faucillon, et à la vidéo, Jordan Fuentes. Très bel après-midi sur France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture.